Barthélémy Ngom. À la une, interdiction du rassemblement du F24 prévu cet après-midi. Les organisateurs prennent acte de la décision de l'autorité. Un nouveau gouvernement attendu d'ici la fin de la semaine. Certains Sénégalais veulent un gouvernement de technocrates. D'autres estiment que quel que soit le profil des ministres, ils ne pourront rien faire en si peu de temps. Succession d'Ali Gouidiaï au département de l'agriculture, le DRDR de la région de Dakar dessine le profil. Vous entendrez Oumar Gueye dans ce midi. Le directeur général du CROUS de Bambey au chevet des sinistrés du marché Ndoumbe Diop de Diourbel, Moustapha Gueye réclame des solutions structurelles pour régler les inondations sur place car l'économie locale en pâtit. Le sport, Cheikh Tidiane Diagne, Georges Déthié Diop sera avec nous pour le journal international et la revue de la presse. Et puis enfin le journal Point de vue sur la carte épidémiologique du Sénégal. Plusieurs maladies en cette période hivernale, grippe, palu, Crimée-Congo, chikungunya entre autres. Barthélémy Ngom. Aliou Baït à la technique de ce journal. Bienvenue. Le F24 qui dit prendre acte de l'interdiction de sa manifestation prévue cet après-midi. Interdiction par le préfet de Dakar. L'autorité administrative évoque des risques de troubles à l'ordre public et une entrave à la circulation des personnes et des biens. Cependant, cette plateforme de partis politiques et d'organisations de la société civile dénonce la notification tardive de cette mesure d'interdiction. Le coordonnateur du F24, Mamadou Mbouch. Notre réaction est une réaction d'indignation, une réaction de condamnation ferme, parce que, figurez-vous, jusqu'à minuit et demi, nous n'avons reçu aucune notification d'interdiction. Donc, nous nous sommes préparés, étant donné que on considère que s'il n'y a pas d'interdiction, il y a autorisation. On s'est investi toute la nuit, toute la matinée, pour appeler les Sénégalais à la manifestation. Et c'est ce matin seulement qu'on a reçu la notification d'interdiction. On a appris d'abord par la presse. Et seulement, on est allé retirer, on nous a demandé d'aller retirer la notification, ce qui est inélégant, ce qui est antidémocratique, ce qui est dictatorial. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays, toutes les manifestations soient interdites, alors que la loi nous en donne l'autorisation. Nous, on prend acte et on prend à témoin la société sénégalaise, la communauté internationale. Nous sommes en face d'un régime dictatorial. Nous sommes en face la confiscation des libertés, de réunion, d'expression, d'association, de manifestation et même de déplacement. Donc, il n'y a pas pire dictature que cela. Et évidemment, nous, on ne veut pas qu'il y ait récidive, recommencement des scènes de violence, de mort, de blessés, d'emprisonnement, de dégâts matériels. C'est ça que nous voulons éviter. Mamadou Mbouch, le coordonnateur du F24, le F24 donc qui dit prendre acte de la décision du préfet de Dakar qui a interdit plutôt le rassemblement prévu cet après-midi à la place de la Nation. Présidentielle 2024, le camp présidentiel à couteau tiré. Si Aly Ngouille Ndiaye et Mame Boye Diao ont décidé de faire cavalier seul, rien n'est clair pour le moment pour d'autres prétendants comme Mohamed Boun Abdallah Dionne ou encore Abdoulaye Daouda Diallo. Anna Rocha s'est penché sur la question. Son dossier à suivre avant la fin de ce journal. Amadou Ba, candidat de la majorité à la prochaine élection présidentielle, le réseau des maires sortants de Benno Bokk Yakaar de la région de Ziguinchor approuve le choix du chef de l'État et appelle à l'unité. Sidi Enyab Sambou, le président au micro de Lamine Ba. Le réseau des maires sortants de Benno Bokk Yakaar de la région de Ziguinchor se félicite du choix de son Excellence, Monsieur le Président de la République, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, à porter sur la personne de Monsieur Amadou Ba, Premier ministre. Choix ne saurait être plus pertinent et judicieux que celui du camarade Amadou Ba, chantre du PSE et pierre angulaire du gouvernement du Sénégal. Ce choix fait de lui le porte-étendard qui devra conduire aux destinées de la coalition de la mouvance présidentielle vers la victoire dès le premier tour au soir du 25 février 2024. Le réseau des maires sortant de la région de Ziguinchor réaffirme son ancrage sans faille à la mouvance présidentielle et son engagement à travailler à la reconquête des bases perdues dans la région de Ziguinchor pour le triomphe aux élections présidentielles du 25 février 2024. Le réseau lance un appel aux responsables politiques de Benno Bokk Yakaar de la région de Ziguinchor à plus de solidarité et de soutien pour qu'ensemble nous lancions la vaste offensive de la reconquête de notre électorat perdu pour une victoire éclatante au soir du 25 février 2024. Sur cette candidature d'Amadou Ba, un opposant, le docteur Babacar Diop, maire de Thiès, il parle d'une candidature de la mafia affairiste. Amadou Ba est le candidat de la mafia politico-affairiste.
Amadou Ba est le candidat de la corruption, de la prévarication, de la concussion, de la soumission du pays aux intérêts étrangers. Amadou Ba est le nouveau Al Capone de la politique sénégalaise. Nous ne l'accepterons pas. Aujourd'hui, les élites corrompues et les médias corrompus, les pseudo-analystes de ce pays corrompus se sont arrangés pour nous imposer ce nouveau Al Capone de la politique sénégalaise. Nous ne l'accepterons pas. Voilà, c'était donc le docteur Babacar Diop, le maire de Thiès. Il était en tournée dans la zone des Niayes. Remaniement ministériel, un nouveau gouvernement attendu d'ici la fin de la semaine. Réaction de quelques Sénégalais. Certains veulent un gouvernement de technocrates, d'autres estiment que quel que soit le profil des ministres, ils ne pourront rien faire en si peu de temps. Micro-trottoir réalisé par Salamata Ousmane Diallo, notre correspondante à Pikine. Que ça soit un gouvernement de technocrates, que ça soit un gouvernement de politiciens comme il a l'habitude de le faire, de toute façon, les Sénégalais n'attendent pas grand-chose à ce gouvernement. Ces hommes, ils ont campagne, administration. Tant que l'on ce pays reste ingouvernable. Il est clair que ce que Macky Sall n'a pas fait en 12 ans, ce n'est pas les 4 derniers mois qu'il va le faire, c'est clair. Gouvernement d'union nationale, parce que nous allons vers des élections, des échéances présidentielles. Et sans cela, vraiment, je crains que cela soit difficile. En tout cas, nous leur demandons tout simplement d'évacuer les tâches courantes et d'organiser des élections libres et transparentes. La réaction de ces quelques Sénégalais, donc, de ces réactions donc sur le nouveau gouvernement en vue d'ici la fin de la semaine. La succession d'Aly Ngouille Ndiaye justement au département de l'agriculture et de l'équipement rural, le DRDR, directeur régional de développement rural de la région de Dakar, dessine le profil. Il doit être un homme du sérail pour éviter tout tâtonnement. Les enjeux de la souveraineté alimentaire sont immenses, estime Omar Gueye. Il s'est confié à Abdou Diouf Diagne à l'issue d'un point de presse tenu à Rufisque. Il faut donner le poste à des gens expérimentés, des gens qui ont fait au moins 15 ans de terrain. Parce que le ministre de l'Agriculture, il faut qu'il connaisse au moins 4-5 régions. Mais si on prend un ministre qui ne connaît pas le terrain, qui n'a pas fait l'expérience de terrain, je pense que ça, c'est des difficultés. Il va falloir à ce ministre au moins 2 ans pour chercher à comprendre certains aspects, comprendre les politiques agricoles. Je pense que ce ne sera pas notre cas. Nous avons déjà mené toutes les politiques de l'État. Nous les avons mises en œuvre sur le terrain dans les 4 régions d'Ouga, Kaffrine, Casamance. Actuellement, je suis à Dakar. Donc, comme directeur régional, je pense que c'est de l'expérience concrète qu'on peut valoriser et qu'on peut mettre à la disposition de notre pays. Le déclic, je pense que c'est les objectifs du PSE. Parce qu'actuellement, on parle du PSE vert. Il faut qu'on arrive à concrétiser la politique du président. On avait fait le PRACAS. Les objectifs étaient déclarés. Donc, l'autosuffisance en riz, la culture de l'anacarde. Actuellement, on parle de l'horticulture. Les problèmes d'oignons, d'importation d'oignons. Actuellement, le Sénégal ne doit plus importer de l'oignon. Donc, il y a des redressements à faire dans le cadre de la politique horticole du pays. Et en même temps aussi dans le cadre de la politique céréalière. Parce qu'on ne doit plus parler de déficit céréalier. On ne doit plus importer du riz. Alors que le Sénégal a assez de terre, assez de pluie, d'eau, assez d'ingénieurs agronomes qui sont capables quand même de mener à bien ces politiques de l'État. Je pense que déjà, c'est des éléments sur lesquels on doit insister. Il faut des corrections parce qu'il faut connaître le ministère de l'Agriculture, il faut connaître le monde rural pour pouvoir apporter des changements. Omar Beng et non Omar Gueye, c'est lui le DRDR de la région de Dakar, midi, bientôt 10 minutes. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. La zone des Niayes avec son potentiel agricole pour nourrir le Sénégal seulement, elle est négligée par les autorités, regrette le docteur Babacar Diop, le maire de Thiès et candidat à la présidentielle. Il a visité toute la zone des Niayes et sur le terrain, il a rencontré des producteurs frustrés par des difficultés qu'ils rencontrent. Cheikh Anta Diop. Alors que l'attente devenait de plus en plus longue, enfin Babacar Diop, maire de Thiès, candidat à l'élection présidentielle natif de Beyti Bakar dans la commune de Noto Gouidjama, arrive au marché aux légumes de Noto. Il a été accueilli par une foule, producteurs maraîchers, bana, vendeurs de légumes et graines, un chapelet de l'Alliance. Il dit avoir la clé de la solution. Me voici aussi à Noto Gouidjama pour échanger avec les agriculteurs. Et dans mon programme, je veux faire de la zone des Niayes la capitale du maraîchage. Cette zone a un potentiel extraordinaire. Derrière, il y a plus de 1500 hectares non aménagés et qui ne demandent que de l'eau. Si l'eau est disponible, cette zone pourra régler beaucoup de choses, même sur la question du chômage. La zone des Niayes pour nourrir le Sénégal. Pour lui, cette zone
doit être soutenu par l'État. Regardez le potentiel extraordinaire. C'est un marché sous-régional pour des chambres froides. Les chambres froides, comment? J'ai échangé avec les agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent? L'oignon, ils n'ont pas les moyens de le conserver. La pomme de terre, la carotte. Et aujourd'hui, le chou-pommé marocain menace aujourd'hui le marché. Dr Babacar Diop a profité de l'occasion pour annoncer la mise en place d'un dispositif nécessaire pour bien préparer le parrainage en vue de l'élection présidentielle de 2024. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Les inondations dans la commune de Keur Massar Sud. La situation est très compliquée au quartier Taïba 2 où plus d'une cinquantaine de maisons sont sous les eaux. Certains indexent les chantiers du projet, le projet de gestion des eaux pluviales, chantier toujours en cours. Aminata Ba. Taïba 2, ce quartier de Keur Massar Nord, entouré par la décharge de Mbobos, est aujourd'hui envahi par des eaux pluviales. Selon les habitants, ils sont victimes de l'inachèvement de la première phase du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Leur quartier est transformé en déversoir d'eau usée et pluviale. Ahmad Mangan, habitant de Taïba 2. Si c'était seulement la pluie qui vient du ciel, là, on peut dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais ce qui amène les problèmes, exactement, les autres problèmes rigoles qui sont venus dans le quartier, comme Keur Massar village, comme Parcelles Assainies, on devait mettre normalement bassin de rétention. Mais ils ont arrêté, 10 ans en même temps, on a fini la phase 1. Alors que tel n'est pas le cas. Et durant cet hivernage, plus d'une cinquantaine de maisons sont affectées, de même que toutes les rues menant vers ce quartier enclavé de Keur Massar Nord. On vit avec cette situation d'une façon très difficile. Tous les fosses septiques dans les maisons sont pleins. Avec l'odeur comme ça, il y a énormément de difficultés. Tu as déplacé difficilement pour venir ici. Tu as vu avec les moustiques, la nuit, tu ne peux pas rester ici parce qu'il y a de l'eau. Il y a de l'herbe avec les moustiques et tout ça. Des canalisations et l'achèvement de la première phase du projet, c'est ce que réclament les habitants de Taïba 2. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Turmédia. Le directeur général du Crous de Bambey qui a rendu visite aux sinistrés du marché Doumbé Diop de Diourbel, Moustapha Gueye, a remis une aide financière à ces derniers avant d'engager un plaidoyer. Il demande des solutions structurelles pour faire face aux inondations. Moustapha Gueye au micro d'Ali Matoussar. Ce problème qui, je le signale, est vraiment récurrent, non seulement à Diourbel, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'ensemble des villes et des régions du Sénégal. C'est vraiment une chimère. Mais quand même, nous ferons tout ce qui est possible pour rendre compte à l'autorité et puis lui mettre véritablement l'intelligente pression afin qu'il puisse s'occuper définitivement du problème des inondations. C'est pas un problème que nous pouvons régler en un temps 3 mouvements, puisque c'est véritablement un problème structurel. Mais ça relève plus de l'aménagement de la ville, de la commune de Diourbel, de la région de Diourbel. Ça relève également de l'intercommunalité et ça relève finalement également de la mairie et puis de l'État. Donc nous allons travailler avec ces autorités-là pour qu'une solution non pas conjoncturelle mais structurelle puisse être trouvée dans l'intérêt de nous tous. Nous allons leur donner notre appui qui n'est pas l'appui de l'État mais l'appui de ma personne. Et je viens également avec un message du ministre de la région qui compte aussi se déplacer pour venir voir le marché et puis appuyer pas seulement ceux qui travaillent dans le marché mais appuyer finalement les populations sinistrées. Parce que, comme vous le savez, il y a des gens qui sont restés 15 jours, d'autres 20 jours, d'autres un mois, sans pour autant travailler, sans vendre la plus petite marchandise. Nous allons les accompagner par rapport aux moyens qui sont les nôtres. Et la ministre également va les accompagner par rapport aux moyens qui sont les siens. Moustapha Gueye, le directeur du Crous de Bambey. Et puis ces menaces de perturbation, la rentrée scolaire les 218 enseignants mis en position de stage qui fustigent les lenteurs administratives pour ce qui est de leur formation 3 ans après leur sélection. Ils accusent la tutelle Koumba Sandiane Faye. On ne veut pas qu'on ouvre les portes de l'école avec des perturbations. Nous ne voulons pas de cela. Pour cela, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Menace ou pas vraiment? Ils sont environ 218 enseignants sélectionnés depuis 2021, des 4000 mis en position des stages en attente de formation. Ils enseignent à l'élémentaire et au moyen secondaire. Pourtant, la liste de ces 218 a été déposée
mais 3 ans déjà, c'est le statu quo, nous dit Babacar Koté, coordonnateur des enseignants diplômés pour la mise en position des stages. Nous avons respecté, n'est-ce pas, le dépôt de dossier qui a été fait conformément aux usages universitaires. Mais on nous a fait savoir que, n'est-ce pas, suite à ces dépôts, le dispatching sera fait entre les différents départements et les listes seront affichées pour l'inscription et la formation va démarrer. Malheureusement, voilà maintenant bientôt l'ouverture, il n'en est toujours rien du tout. Nous interpellons nos syndicats, nous interpellons les ONG, n'est-ce pas, qui sont pour la stabilité du système éducatif. Et les autres, n'est-ce pas, qui sont intéressés par la stabilité de l'école pour que quand même que l'État arrête quand même, parce que trop c'est trop finalement. On est fatigué, 3 ans. 218 enseignants. On n'a pas pu voir le bout du tunnel, ne serait-ce que l'inscription. Mais à quel niveau ça traîne? C'est ce qu'il a cherché à savoir. Et la FASTEF a une grande responsabilité en ce qui concerne cette problématique. Aujourd'hui, nos dossiers sont dans les mains du doyen. Et le doyen nous fait savoir que actuellement, c'est le ministère qui, n'est-ce pas, doit nous régler les détails. On n'a pas compris finalement. Donc trop, c'est trop. L'obstacle est dépassé. Cela a été un problème de trésorerie pour un montant de 300 millions de francs CFA, mais tout va se faire. Mamadou Moustapha Diagne est le directeur de la formation au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons eu des difficultés de financement de la formation parce que le coût étant très élevé, on ne pouvait pas démarrer. Les institutions ont démarré et vont se poursuivre jusqu'au 25 septembre. Je ne vois pas en quoi le ministère a intérêt à bloquer une formation normale qui s'est faite avant eux, qui se fera avec eux, qui se fera après eux. Le porte-parole de ce ministère appelle à se faire confiance. La formation va se faire aussi bien avec les chargés de cours, les enseignants mis en position des stages, qu'avec les contractuels issus du recrutement spécial des 5000 enseignants. Koumba Sandiane Faye. Et puis vous avez sans doute eu écho de son histoire. Khadijatou Mané, une petite fille âgée de 10 ans qui souffre d'une maladie, une anomalie au niveau du gros intestin. Elle doit être évacuée en France, mais cela nécessite une somme de 42 millions de francs CFA, d'où l'appel de sa maman à l'endroit des bonnes volontés et dit avoir frappé à toutes les portes, tapé à toutes les portes, mais sans succès. Salimata Aou, pas encore en place. Sali qui doit revenir sur cette maladie de la jeune Khadijatou Mané, une anomalie donc au niveau du gros intestin. Elle doit être évacuée en France, mais cela nécessite une somme de 42 millions de francs CFA. L'appel de sa maman avant la fin de cette édition. Mbela Kadiaou et Diofior, des agents de santé qui sonnent l'alerte, pas d'ambulance au poste de santé principal de Mbela Kadiaou depuis 3 ans. À Diofior, par contre, c'est un plan du bâtiment qui loge plusieurs services qui s'est affaissé. Aminata Goudiabi. Syndicalistes, simples agents et l'administration du centre de santé de Diofior alertent depuis longtemps sur le mauvais état du bâtiment central de la structure. Il est vétuste et fissuré de presque partout. Les fortes pluies ont même causé l'affaissement d'un pan du bâtiment. Cheikh Sidat Sarr, secrétaire général du SUTSAS au district sanitaire de Diofior. Tous les unités ou les services qui étaient au niveau de ce bâtiment principal, ils sont toujours. Il s'agit du laboratoire, il y a aussi la médecine, le pan de ce bâtiment qui s'est affaissé en rendant le bâtiment même plus fragile. Vous regardez un peu, vous allez voir tous les poteaux du pavillon d'hospitalisation qui ont lâché, dit que tous les patients et le personnel qui travaillent sont tous à risque. Plus loin, à des kilomètres, dans la commune de Mbela Kadiaou, c'est l'évacuation des malades et surtout des femmes enceintes qui pose problème. Les ambulances du poste de santé sont en panne depuis des années. L'infirmière chef de poste appelle l'État au secours. Il n'y a pas d'ambulance dans toute cette commune du département de Fatick. Seynabou Diouf, ICP. On en a besoin. Surtout en période hivernale. Et il y a beaucoup d'accouchements. Les malades sont un peu nombreuses et on a un problème d'évacuation. Pendant les évacuations, on appelle sur Diahao et c'est de 17 à 18 km. Vraiment, on a d'énormes difficultés pour l'évacuation. Le personnel de Diofior n'écarte pas une grève dans les jours à venir. Cheikh Sidat Sarr, secrétaire général du SUTSAS section Diofior. Dès cette semaine, nous allons déposer auprès de l'autorité administrative un préavis de grève. À Mbela Kadiaou, ce sont les populations elles-mêmes qui menacent de manifester pour réclamer une ambulance. Aminata Goudiabi, Fatick RFM. Et nous revenons sur l'appel à l'aide de la maman de la jeune fille Khadijatou Mané. Je rappelle qu'elle souffre d'une anomalie au niveau du gros intestin. Elle doit être donc évacuée en France, mais cela nécessite une somme de 42 millions de francs CFA. Salimata Aou. Au bout du fil, une maman désemparée. Bonjour, je m'appelle Mariette Seck. Mariette Seck a vu sa vie tourmentée par la maladie de sa fille. J'ai une fille qui a 10 ans, qui est malade.
d'une maladie. Depuis qu'elle a 6 ans, elle a commencé à tomber malade. On a fait une première opération. Donc, les docteurs ont raté. Parce qu'elle avait une sorte de maladie qu'on s'appelait Ishpon. Après, je l'ai amenée à l'hôpital, on l'a opérée. Après, on a raté l'opération. Khadijatou, 10 ans. Elle a subi 3 interventions chirurgicales, des opérations ratées qui ont conduit à une fistule vaginale. Il y a mené à, fistule vaginale. Après, elle a subi aussi 3 autres opérations, mais tous sont ratés. Des études hypothéquées, Khadijatou doit subir une autre intervention en France, mais avec un devis salé de 42 millions francs CFA. Les docteurs ont essayé de réparer ça à 3 reprises. Donc tout le temps l'opération rate. C'est pour cela le docteur qui le suivait, il m'a clairement dit que si c'était son avis, on va l'amener l'enfant et après avoir parlé avec eux, ils nous ont donné une somme de 42 millions. Après le dépôt de plusieurs lettres de sollicitation, la maman lance un appel à toutes les bonnes volontés. Khadijatou Mané doit mener une vie normale comme les enfants de son âge. Tout le monde, j'appelle à tout le monde pour qu'ils viennent à mon aide pour sauver cette être humaine, sauver cette belle créature. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Déthié, bonjour. Bonjour Barthélémy. Au Mali d'abord, la ville de Tombouctou ciblée d'une attaque. 3 obus sont tombés hier dans la zone aéroportuaire de Tombouctou sans faire de dégâts selon les forces armées maliennes. Sur Facebook, l'armée qui affirme par ailleurs avoir repoussé 2 embuscades dans le secteur de Gossi. Bilan, 2 morts et 3 blessés du côté de l'armée. Des véhicules civils qui suivaient le convoi militaire ont été également pris à partie par les groupes terroristes faisant 17 blessés. 12 terroristes ont été neutralisés, 2 pick-up et des armes détruits. Au Burkina Faso, au moins 8 civils ont été tués lors d'une attaque de djihadistes présumés visant un camp de déplacés. Il y a eu une dizaine de blessés. Selon l'agence France Presse, l'attaque s'est produite dans la nuit de mardi à mercredi. Intervention militaire au Niger, l'option est toujours sur la table de la CEDEAO. Une déclaration du président bissau-guinéen pour Omar Sissoko Embalo, c'est la crédibilité de la CEDEAO qui est en jeu et l'organisation doit trancher. Omar Sissoko Embalo, interrogé par nos confrères de France 24. Je suis pour ce principe de la CEDEAO parce qu'on a pris ces décisions pendant un sommet. Concernant le Niger, on a eu 2 sommets au Nigeria qui, je pense, on a pris une décision de donner une deadline aux juntes militaires. On avait donné. Et puis on a essayé de les raisonner pour la reposition du président Bazoum et l'ordre constitutionnel. Mais que cette question de l'intervention est sur la table. Cette possibilité est sur la table d'intervention militaire. Je ne peux pas vous donner la date comme ça, comme vous le savez. C'est une question stratégique, c'est une question militaire. Et politique aussi. Mais la décision politique est prise. Parce qu'on était un sommet, que vous avez vu les communiqués. Mais pour la crédibilité même de la CEDEAO. Parce que là, c'est la crédibilité de la CEDEAO qui est en jeu, qui est très important. Que CEDEAO reste une organisation crédible. Si je suis votre raisonnement, la CEDEAO peut mourir, entre guillemets, si, encore une fois... Pas mourir, mais il sera faible. Est-ce qu'elle n'est pas déjà faible, finalement? Oui, mais elle sera encore plus faible. Aujourd'hui, je vois, on est en train de partir d'une situation qui peut arriver même dans une CEDEAO qui n'existe plus, comme des autres organisations régionales. Et ça sera une grande peine pour nous. Donc elle est en danger de mort. Voilà. Donc moi je pense que nous tous, la CEDEAO, les pays membres de la CEDEAO, avec l'appui des communautés internationales pour faire repositionner la CEDEAO. Et la CEDEAO doit trancher, devrait commencer pour quelque part. C'est vrai que Conakry est passé, Mali, Burkina, effectivement, là, c'était... Mais c'est pas parce que les gens ont fermé l'œil ou il a fait un poids à mesure que, effectivement, nous, on ne pouvait pas vraiment intervenir au Niger. Non.
Au Niger, toujours le régime militaire a annoncé hier l'annulation de plus de 990 passeports diplomatiques détenus par des personnalités nigériennes et étrangères travaillant pour le pouvoir déchu. Selon l'agence nigérienne de presse, le ministère des Affaires étrangères a notifié ces annulations dans une correspondance adressée aux représentations diplomatiques du Niger. Les inondations en Libye, Georges, le nombre de morts encore inconnu. C'est le responsable de l'ONU pour les situations d'urgence qui le dit. Martin Griffiths a déclaré ce matin lors d'un point de presse à Genève qu'on ne connaît toujours pas l'étendue exacte de la catastrophe humanitaire qui a frappé la Libye suite au passage de la tempête Daniel. Selon lui, le niveau des besoins, le nombre de morts sont encore inconnus. Des responsables des autorités dans l'est du pays avancent différents bilans sur le nombre de victimes, l'un d'eux parlant même de plus de 3800 morts. Ils craignent cependant beaucoup plus de victimes. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la carte épidémiologique du Sénégal, plusieurs maladies en cette période hivernale, grippe, paludisme, Crimée-Congo, chikungunya, entre autres débats en fin de journal avec nos deux intervenants. RFM Sport. Le sport, c'est d'abord la boxe, cher Tidiane Diagne. Oui, exactement, Barthélémy. Le TQO de Dakar. Oui. Un pugiliste sénégalais. Un pugiliste sénégalais et à un pas de Paris 2024. Voilà, c'est bien cela, Barthélémy, bien lu. Et il s'agit de Diarga Baldé qui va disputer sa finale ce vendredi. Pour rappel, hier, Diarga Baldé, chez les 95 kg, a corrigé le Marocain Mohamed Firis 5-0. Il va croiser en finale l'Algérien Mourad Kati tout à l'heure, vainqueur hier aussi du Seychellois Evans Agnès. Chez les dames, les vainqueurs des catégories 50 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg et 66 kg jouent également leur qualification pour les JO du TQO de Dakar qui prend fin ce vendredi après une semaine de compétition. Environ 20 000 sportifs sont attendus pour la 4e édition du marathon FH Dakar 2023 prévue du 18 au 19 novembre prochain. Pour le moment, tous les préparatifs vont bon train, dit-on. L'État du Sénégal compte accompagner cet événement jugé le plus grand sur le plan sportif au Sénégal. Seydina Belalian a assisté à la cérémonie de lancement. La 4e édition du marathon FH Dakar est accentuée sur le défi de la mobilisation. Alun Badian, président du comité de validation de ce marathon. L'organisation va se faire comme d'habitude et de vaincre surtout le défi de la participation et de l'organisation. Donc pour le moment, tout est au point. Donc nous avons contacté tous nos partenaires. Ils sont venus en masse, ils vont nous soutenir. Comme d'habitude, c'est un événement majeur qui intéresse le pays parce qu'il va en fait de l'épanouissement, si vous voulez, de toute la jeunesse sénégalaise le temps d'un week-end. La mairie de Dakar travaille d'arrache-pied pour le rayonnement de cette activité, rassure Mourad Djei, secrétaire général de la ville de Dakar. Le marathon FH de Dakar porte le nom de la ville et se passe sur le territoire communal de la ville de Dakar. Vous comprendrez donc qu'une implication effective de la ville de Dakar soit nécessaire. Nous en sommes à la 4e édition, c'est la raison pour laquelle le maire de Dakar a donné toutes les instructions pour que la ville et toutes les équipes de la ville puissent participer. Nous sommes aux côtés du comité de pilotage pour travailler avec la direction des sports de la vie associative et la directrice Madame pour que cet événement puisse rayonner. Ce marathon est en phase avec les politiques sportives définies par le chef de l'État, rappelle Paul Dion, secrétaire général du ministère des Sports. C'est une activité qui est en phase avec les options définies dans la sportive définie par le chef de l'État. Car cette politique repose sur 4 piliers et on se rend compte que ce marathon est en phase à 3 des 4 piliers. Je peux citer le développement de la pratique sportive, je peux citer la compétition économique, je peux citer aussi le développement des compétences et de la formation. Pour rappel, ce marathon va permettre de dénicher des athlètes pour les Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026. Seydina Bilal Niang, après la fenêtre internationale Chartidiane Diagne, les championnats reprennent ce soir. En France, en match avancé de la 4e journée, le Paris Saint-Germain, dauphin de Monaco, accueille à 19h OGC Nice. À 17h30, le Bayern Munich, champion en titre dans la course pour le contrôle de la tête du classement de la Bundesliga, reçoit le co-leader Bayer Leverkusen lors de la 4e journée. L'ODCAV de Thiès a pris la décision de suspendre les compétitions navétanes dans la ville après concertation avec les présidents des associations sportives et culturelles, et cela depuis quelques jours du fait des violences qui sont constatées au niveau des quartiers, au niveau des différents stades de Thiès-Ville.
Ousmane Diop, le président de l'ODCAV, interrogé par Chirante Diop. L'année dernière, en fin de compétition, on avait constaté que la violence commençait à gangréner nos matchs. On avait même pris des décisions en suspendant certaines ASC. Cette année, quand on a commencé, j'avais instruit les présidents de zone de faire le tour des ASC dans le terrain d'entraînement, les supporter pour les sensibiliser sur le fair play et la non-violence. Et on a commencé nos compétitions depuis le 1er août et tout s'est vraiment déroulé nickel. Mais c'est à la période des quarts de finale de la Coupe qu'on a constaté que des violences commencent à exister. Alors, quand on a démarré le championnat, c'est là où vraiment, avec les derbies, que ça a posé problème. Parce que sur les 9 zones qu'on compte la commune de Thiès, 8 zones ont organisé. Sur les 8 zones, 7 zones, il y a eu des cas de violence. Et une violence gratuite. Des jeunes qui sortent des stades et qui détruisent les biens privés, les voitures des personnes, qui caillassent les maisons, les écoles. Donc on a pensé que la chose est en train de monter crescendo. Et pour éviter cela, j'ai convoqué les présidents de zone avec le président de l'ORCAV. Et ensemble, on a décidé de ce soir, on a été jusqu'à nouvel ordre. Le temps maintenant qu'on puisse réfléchir et alerter pour trouver une solution. J'ai demandé au président de zone de convoquer des assemblées générales dans chaque zone en évitant les présidents d'ASC et les personnes de source pour qu'on puisse réfléchir pour voir comment faire pour juguler ce mal-là. Maintenant, si on a la solution, Inch'Allah, on va relever l'arrêté et continuer. Mais si on sait que ce n'est pas possible, on va en fait arrêter l'événement national. Et puis, nécrologie, le football saint-lusien et Kaolack avec le décès de Doudou Diao qui a joué à la Saint-Lusienne et au Sporting Club de Kaolack dans les années 60. Il était l'aîné du doyen Abdoulaye Diao de la Radio Futur Média, à qui d'ailleurs nous présentons toutes nos condoléances. La levée du corps est prévue ce vendredi à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, suivi de l'enterrement à 17h, toujours à Kaolack. Merci beaucoup, cher Tidiane Ndiaye. RFM, la radio de toute l'actualité. Et nous reparlons de la présidentielle de 2024 avec le camp présidentiel qui est à couteau tiré. Si Ali Ngouille Ndiaye et Mamboy Diao ont décidé de faire cavalier seul, rien n'est clair pour le moment pour d'autres prétendants tels que Mohamed Boun Abdallah Dionne ou encore Abdoulaye Daouda Diallo. Sans réelle base politique, peuvent-ils alors vraiment s'en sortir sans la machine électorale de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar? Question qu'Anna Rocha a posée à des analystes politiques. Dans cette course à la présidentielle, le président Macky Sall semble avoir préféré la raison au cœur. Et ce choix est difficile à accepter pour certains. Pathé Mbodj est sociologue des médias, analyste politique. Apparemment, le cœur a beaucoup de mal à accepter la raison. Enfin, la raison du président en tout cas. Parce que quand un Boun Abdallah et à la limite un Abdoulaye Daouda Diallo contestent aussi ouvertement le choix du président, ce doit être la mort dans l'âme. Parce que personne n'ignore le degré de proximité, de complicité entre ces trois. Moins pour une question de durée que peut-être pour une question de cursus. La durée, ce serait à Abdoulaye Daouda Diallo qui faisait partie des premiers. Mais sur le plan intellectuel aussi, je pense que le président et Boun Abdallah se sont rencontrés au CNAM, en France, et que depuis lors, une solide amitié lie les deux hommes. Si aujourd'hui, ces deux-là conteste la décision du président, ça voudrait dire qu'il y a un problème très très sérieux qui oppose des gens que tout devrait réunir. Le mal est très profond. On atteste les nombreuses rencontres annoncées entre les trois hommes pour tenter une conciliation. Dans cette dissidence, Abdoulaye Daouda Diallo et Mohamed Boun Abdallah Dionne ont-ils vraiment les chances de s'en sortir? Pas sûr, explique l'analyste Hassan Seck. Abdoulaye Daouda, tout comme Boun Abdallah, n'existe qu'à travers les rôles qu'ils ont joués dans les différentes attelage gouvernementales. À part cela, ils n'ont pas d'expérience dans la fonction politique. Tous les deux, ils ont un électorat concédé par le président de la République. Parce que Boun Abdallah, même, on peut lui concéder même cet électorat concédé dans la mesure où il a été au moins à la tête de la coalition. Et Abdoulaye Daouda, son local, ne lui permet pas de prétendre avoir une envergure nationale. Cela veut dire que ces deux personnages qui, s'ils ne se rangent pas derrière Macky Sall, ils vont juste aller au charbon, parce qu'en réalité, ce qu'ils peuvent récolter, ils ne peuvent récolter ça que dans la coalition de Macky Sall. Rien n'est scientifique en politique. Tout est possible et l'histoire politique du Sénégal regorge d'exemples, rappelle Pathé Mbodj. Omar Sarr, à Dagana, s'est fait élire sans un appareil d'État parce que le PDS n'était pas au pouvoir. Macky Sall avait sa formation, mais la formation n'avait aucune consistance, aucune structuration jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ni sur le terrain,
ni sur le plan politique. Et pourtant, Macky Sall a été élu. Une formation politique ou sans une formation politique, quand un élu du peuple est resté dans le cœur du peuple, il peut être élu sans passer par tout ce schéma-là. L'APR est dans une guerre fratricide depuis l'annonce du choix d'Amadouba comme candidat de Benno à la présidentielle de février 2024. Attendu dans les prochains jours les positions officielles de Abdoulaye Daouda Diallo et Mohamed Boun Abdallah Dionne. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous offre votre revue de presse. La presse de ce vendredi, lecture et commentaire Georges Détché-Diop. Abdoulaye Daouda Diallo a-t-il mis fin à sa rébellion? Le quotidien est affirmatif. Selon le journal, il s'est rangé derrière Amadouba après avoir fait durer le suspense pendant quelques jours. Le quotidien rapporte qu'il a été reçu hier par le Premier ministre. Il ne reste parmi les ténors qui ne se sont pas prononcés que l'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Besbi Le Jour confirme la rencontre. Selon le journal, Abdoulaye Daouda Diallo et Amadouba ont échangé au King Fahd Palace avec Racine Sy, mais Vox Populi parle d'humeur, de rumeurs et de manœuvres. Un des proches d'Abdoulaye Daouda Diallo confie au journal que cette information véhiculée sur le net et par une certaine presse est archi-fausse. Il précise que bien que des tractations soient en cours jusqu'à minuit, Abdoulaye Daouda Diallo ne s'est pas rangé. Les Échos en rajoutent une couche et fait état de manipulation à grande échelle. Une photo datant de plusieurs années publiée pour faire croire à un accord. Aucune rencontre entre Amadouba et Abdoulaye Daouda Diallo depuis plusieurs mois, même si un accord est possible. Une énième audience entre Macky Sall et Abdoulaye Daouda Diallo est en vue. Une chose pour le moins sûre aux yeux de Sud Quotidien, le Premier ministre n'est pas parti pour connaître une marche facile vers le palais pour cause, alors qu'il est confronté à une rébellion de certains de ses camarades de parti qui digèrent mal sa désignation. Amadouba devra faire face à un autre défi relatif à sa position par rapport à la gouvernance politique et financière du président Macky Sall en tant que candidat de la continuité ou de la rupture. En attendant, l'Observateur s'intéresse aux conséquences des dissidences au sein de l'Alliance pour la République. L'Obs relève qu'au sein de Benno Bokk Yakaar et l'APR en particulier, la succession de Macky Sall s'annonçait compliquée, elle sera fratricide. Ses lieutenants n'ont pas réussi à s'entendre sur son successeur et un combat de gladiateurs s'annonce entre eux dans certains départements. Pour l'Obs, il est difficile de dire aujourd'hui qui sera le vainqueur de cette lutte fratricide qui s'impose presque à Benno Bokk Yakaar. Les candidat réformiste à la présidentielle 2024. Enquête met à sa une les photos de Pape Djibril Fall, de Bougane Gueye Dany, Abdourahmane Diouf, Thierno Alassane Sall et Abdoul Mbaye. Le bal des outsiders, défaut de maillage du territoire, parrainage et isolement. Les candidats réformistes ont du pain sur la planche à l'épreuve du vote utile, émiettement problématique à l'heure des grands ensembles. À la une de Source A, pour rendre nulle la dissolution de PASTEF, la Cour suprême saisie. Dissous le 31 juillet dernier, PASTEF avait 2 mois pour s'attacher les services de la Cour suprême. Sachant que ce recours n'est pas suspensif, la formation politique de Sonko va, selon Source A, introduire une procédure en référé pour suspendre la dissolution. L'émigration clandestine à présent, Barça Wala Barsaq, arrivée massive de pirogues parties du Sénégal en Espagne, des chiffres inquiétants selon Libération. Entre le 4 et le 14 septembre 2023, 17 pirogues parties du Sénégal ont accosté en Espagne. Les embarcations transportaient 1712 passagers, dont 25 femmes et 15 mineurs. Toujours à propos de l'immigration clandestine, Mamcheikh Mbaye, président de la Fédération des associations africaines des îles Canaries, s'entretient avec l'Observateur et fait des révélations jugées fracassantes sur les migrants en Espagne. La femme violée par les passagers du bateau, le trafic d'enfants, les corps non identifiés et les Sénégalais dans les prisons. À vos kiosques et bonne lecture. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous en venons maintenant à point de vue sur la carte épidémiologique du Sénégal. Plusieurs maladies en cette période d'hivernage, grippe, palu, Crimée-Congo ou encore chikungunya. Pour en parler donc, nos 2 intervenants, le docteur Boli Diop. Le docteur Boli Diop est en ligne. Docteur, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Alors, vous êtes le responsable de la surveillance épidémiologique et riposte vaccinale au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Notre deuxième intervenant, Abdoul Malik Dem. Monsieur Dem, bonjour. Bonjour. Vous êtes superviseur des soins de santé primaire.
de la direction régionale de la santé de Kédougou. Alors, la première question au docteur Boli Diop, responsable de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé. Docteur, d'abord, quelle est la situation épidémiologique actuelle, surtout dans cette période d'hivernage? Merci Barthélémy et bonjour à vos fidèles auditeurs. Vous me donnez l'occasion de partager avec les Sénégalais d'ici et d'ailleurs la situation épidémiologique marquée ces derniers temps par la survenue de beaucoup de maladies épidémiques, notamment le chikungunya, comme l'autre débatteur Sedem. On va en parler au niveau de la région de Kédougou, mais qui est en train de progresser. Je pense que aussi bien aujourd'hui Kédougou est touché, Tambacounda aussi est touché à travers... C'est la première fois que cette maladie, le chikungunya, apparaît au Sénégal? Non, ce n'est pas la première fois. C'est une maladie qui a été découverte au Sénégal depuis les années 70. Donc on est en train de le suivre. Et ce qui est marquant ces derniers temps-ci, avec le dérèglement climatique, aussi avec la fluctuation des vecteurs, et aussi le renforcement du système de surveillance, on commence à aller en tout cas découvrir à nouveau. Et comme je le disais, c'est au niveau de Kédougou, mais actuellement, c'est aussi au niveau de Tamba. Donc, les dernières informations reçues du laboratoire de l'Institut Pasteur aussi, il y a des cas confirmés de chikungunya au niveau de la région de Fatick, pour dire que, n'est-ce pas, la surveillance est en train d'être beaucoup plus renforcée, que l'ensemble des régions et les districts au niveau du Sénégal puissent en tout cas être en œuvre au maximum. Donc, à côté de chikungunya, il y a d'autres aussi épidémies qui sont notées, notamment la grippe et la Covid, qui sont en train aussi de circuler. À côté du paludisme, notamment qui est une maladie endémique, mais qui évolue de façon épisodique pendant cette saison. Il y a aussi à côté du palu, il y a la dengue. Parce que la dengue aussi, c'est une maladie qui est attendue pendant cette période et que les acteurs au niveau du terrain sont en alerte aussi pour diagnostiquer ces maladies. Donc la liste n'est pas encore terminée, parce que la situation est faite chaque semaine. Il y a aussi la fièvre hémorragique Crimée-Congo. Qu'on avait vu depuis le mois d'avril au niveau de Dakar-Galjam. Aujourd'hui aussi, il y a des cas, n'est-ce pas, les cas les plus récents, c'est un cas au niveau de la région de Tamba à Koupentou, mais aussi la semaine dernière, un autre cas aussi a été détecté au niveau de la région de Fatick, district sanitaire de Gossas, pour vous dire que cette situation en tout cas est suivie régulièrement et les acteurs au niveau du terrain sont en train de faire des ripostes, et dans la riposte, c'est encore accroître le système de surveillance, mais aussi riposter avec la communauté en indiquant des mesures, n'est-ce pas, de lutte. On va le voir au niveau de D'accord. Nous allons revenir justement sur ces plans de riposte, mais est-ce que la situation est alarmante dans certaines zones surtout? Je dirais la situation n'est pas alarmante, la situation est maîtrisée et sous contrôle. Comme on l'a dit, à travers une analyse des données restrictives, on sait que cette période est une période où ces maladies doivent être là, parce que les conditions sont réunies pour que ces maladies soient là. Maintenant, il faut mettre en place un dispositif pour bien les capter, mais aussi un dispositif pour atténuer, n'est-ce pas, leur impact et leur gravité au sein de la population. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, docteur, le temps de donner la parole à Abdoul Malik Dem. Monsieur Dem, alors, le docteur Boli Diop l'a souligné tout à l'heure, Kédougou a enregistré des cas de chikungunya. Dites-nous, à l'heure actuelle, la situation. Bonjour, mes salutations aussi à docteur Boli. Et salut aussi tous nos auditeurs, oui. Tous vos auditeurs aussi. Hein? Donc, pour revenir un peu sur la situation de chikungunya au niveau de la région de Kédougou. Donc, le dernier rapport qu'on a eu à faire, donc, c'est le 17 ans. En ce moment-là, on était à 154 cas confirmés de toute la région. Avec un nombre beaucoup plus important au niveau de Saria, 90 cas au niveau de Saria, d'ici Saria, 58 dans le district de Kédougou et 6 dans le district de Sarimata. Mais il n'y a pas encore de décès liés à la maladie. Il n'y a pas de décès liés à la maladie. Comme il dit aussi, la situation aussi n'est pas alarmante, mais on continue à avoir des cas positifs. Du côté de la réalisation, on me signalait tout à l'heure que vous êtes déjà sur le terrain actuellement. Je sais qu'avec l'apparition de chikungunya, il y a eu un plan de riposte qui a été mis en place. Est-ce que ce plan a été efficace? Oui, très efficace.
Ça a été très efficace parce que c'est un plan qui a pris en compte tous les secteurs au niveau de la région médicale, donc au niveau de la direction régionale de santé. Nous travaillons avec le centre d'hygiène, nous travaillons avec aussi les autres secteurs. Et dans ce plan-là, il y a eu de la formation d'abord des personnels, ici des sages-femmes. Il y a eu de la formation de personnes communautaires au niveau des districts. Il y a aussi avec les collectivités territoriales qui ont appuyé le cycle d'hygiène dans le cadre des produits pour pouvoir faire ce produit au niveau donc de la région. Et ça aussi, ça a été fait, ça a eu un impact au niveau donc de la population moustique. Il y a eu aussi au niveau des sécurités administratives, des CDC, donc qui ont été faits au niveau des 3 départements. D'accord. Alors, je sais qu'au-delà de chikungunya, il y a également le palu. Est-ce qu'il y a d'autres affections? Oui, il y a d'autres affections. Mais nous, actuellement, ce qui nous pose problème, c'est le palu. Vous savez que Kédougou fait partie des 3 régions où il y a plus de cas de palu et de mortalité. Donc, actuellement, d'ailleurs, nous sommes dans une campagne de prévention de palu qui concerne les enfants de 3 mois à 120 mois, donc de 3 mois à 10 ans. Actuellement, je suis dans le district de Saraya, dans un village qui s'appelle Kewe, et nous sommes dans cette prévention-là. Ça prend en compte presque la totalité des acteurs communautaires que nous avons sur le terrain pour faire ce travail-là. D'accord. Tout seulement que le palu, pour nous, c'est le grand problème, surtout actuellement. C'est le grand problème. Mais aujourd'hui, comment se manifeste le chikungunya? Pour faire la différence entre le palu et la grippe, comment elle se manifeste, cette maladie? C'est à peu près les mêmes signes que le paludisme. Il y a peut-être aussi les douleurs articulaires qui sont là, comme le paludisme. Il y a la fièvre, qui est aussi présente. On a des problèmes au niveau des articulations, donc des problèmes musculaires. Donc c'est comme la symptomatologie palus que nous retrouvons au niveau. D'autant plus aussi que dire que le vecteur c'est le moustique aussi comme le palus, mais c'est pas le moustique que nous avons ici, c'est plutôt du Aedes qui donne le chikungunya. D'accord, mais la situation est sous contrôle. Actuellement, elle est sous contrôle, effectivement. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Deme. Docteur Boli Diop, est-ce qu'il y a au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale un programme exclusivement réservé à la lutte contre ces genres d'épidémies? Oui, M. Barthélémy, effectivement, je pense que pour aussi compléter M. Deme, je pense qu'au niveau de Kédougou, il y a actuellement une seule épidémie en cours, en dehors, comme vous le savez, des cas de rougeole qui ont été notifiés. Et je pense que la région a mis en place ce qu'on appelle un système de gestion de l'incident. Et l'ensemble des acteurs de la réponse sont coordonnés autour du gouverneur avec le directeur régional de la santé de Kédougou et l'ensemble des acteurs et des partenaires qui gravitent. Effectivement, le ministère a mis en place ce système de gestion de l'incident à chaque fois qu'il y a une épidémie au niveau d'un district ou d'une région. Et ce même système de gestion de l'incident est aussi mis en place au niveau des autres régions qui ont des cas. Je donne l'exemple de la région de Tambacounda, où actuellement il y a 3 épidémies qui sont en cours. Et c'est un seul système de gestion de l'incident qui a été mis en place. Et le chikungunya est à Tambacounda, la dengue est à Tambacounda, aussi Krimekourou est à Tambacounda. Donc le dispositif est là, est vraiment huilé. Et aujourd'hui, la réponse est au niveau local. Et le niveau central, le ministère, ne fait que venir appuyer. Parce que les épidémies peuvent se succéder, mais ne se ressemblent pas. Et ce qu'on a eu à avoir au cours de l'investigation au niveau de Kédougou, c'est que le vecteur qui est Aedes sauvage cette fois-ci, qui pique les gens, les pique en dehors, n'est-ce pas, des maisons, mais aussi les pique, n'est-ce pas, et se repose en dehors. Donc pour les mesures de lutte, et c'est là où aussi la région a été intelligente avec le service national de l'hygiène, il y a une campagne de saupoudrage qui a été menée pour vraiment réduire la densité des vecteurs au niveau de la population. Mais aussi la population a été mobilisée, n'est-ce pas, pour faire des activités de désherbage pour que aussi la densité des vecteurs puisse être réduite. Mais aussi il y a des campagnes de sensibilisation auprès des gens pour des visites à domicile, pour les sensibiliser sur le recours précoce aux soins. Parce que M. Deme l'a dit, vous ne pouvez pas distinguer du point de vue clinique entre le chikungunya, le palu ou la dengue. Il n'y a que le laboratoire qui permet de poser le diagnostic. Donc, les gens doivent avoir un recours
précoce aux structures de santé pour que le diagnostic puisse être posé et le meilleur traitement donné. Aussi, les gens doivent avoir l'habitude. Donc, ce sont les prélèvements envoyés au laboratoire qui déterminent la maladie. Bien sûr, ce sont les prélèvements envoyés au laboratoire qui te permettent de poser le diagnostic. Parce que, comme je l'ai dit, c'est la dengue, c'est le chikungunya, c'est le fièvre hémorragique primaire Congo. Ils ont, en début de maladie, les mêmes symptômes. On ne peut pas les différencier cliniquement. C'est le laboratoire qui nous permet de poser le diagnostic. D'accord. Merci beaucoup. Merci, docteur Boli Diop. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Je termine avec vous, Abdoul Malik Dem, en quelques minutes. Vous engagez la lutte donc sur le terrain et vous sollicitez même une collaboration de la population. Est-ce que c'est évident, surtout au niveau des zones frontalières? C'est pas du tout évident, surtout qui connaît Kédougou avec, comme vous dites, les frontières. C'est très difficile, mais on le fait quand même avec aussi l'appui de toute la communauté. Il y a la population, il y a des autorités administratives, il y a aussi même les miniers qui ont participé dans cette campagne-là. Donc tout le monde doit mettre la main à la pâte. Ce n'est pas un problème seulement des professionnels de la santé, c'est un problème de toute la communauté. Et pour le paludisme, est-ce qu'il y a toujours la distribution des moustiquaires imprégnés? Vous le faites souvent sur le terrain? Jusqu'au mois de juin dernier, on a fait la distribution universelle au niveau de la région, comme au niveau du Sénégal. Donc maintenant, au-delà de cette distribution, il y a la distribution de routine qui continue. Et ça, c'est tous les jours au niveau de les postes, pour ceux qui encore ont la disponibilité. D'accord. Merci beaucoup. Merci Amadou Malik Dem. Merci. Superviseur des soins de santé primaire de la direction régionale de la santé de Kédougou. Merci également au docteur Boli Diop, responsable de la surveillance épidémiologique et riposte vaccinale au ministère de la Santé. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h. Ce sera dans moins de 9 minutes avec Eladj Ndiogou Diène. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliouba Digital Maïssa Mbaye, chef d'édition Awa Mbaye. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. Retour de l'info dans 8 minutes. En été, c'est le moment d'équiper votre maison d'un climatiseur Enduro. Le climatiseur silencieux Enduro réduit l'humidité ambiante de votre maison et rafraîchit l'air en toute tranquillité. Avec Enduro, le refroidissement de votre intérieur est quasi instantané pour un confort total. Avec Enduro, réduisez votre consommation d'énergie grâce à la technologie embarquée DC Inverter. Enduro, l'endurance de la qualité. Profitez dès maintenant des offres exceptionnelles Enduro jusqu'au 30 septembre 2023 dans nos showrooms Electronica. Adresse 105 avenue Président Lamine Gueye, 61 avenue Georges Pompidou.